Le matin du baptême de mon petit-fils, ma belle-fille m'a fait livrer une enveloppe par coursier. À l'intérieur, il y avait une lettre tapée à l'ordinateur, 6 lignes, sans signature manuscrite, juste son nom imprimé en bas. Elle me demandait de ne pas venir à l'église. Elle disait que ma présence créerait un malaise pour les invités et qu'il valait mieux pour tout le monde que je reste chez moi. Elle avait ajouté un post-scriptum à la main, une seule phrase, à l'encre bleue. « N'insistez pas, belle maman, vous savez bien que vous n'avez plus votre place dans cette famille. » Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai posé la lettre sur la table, je me suis fait un café et j'ai regardé par la fenêtre les pigeons qui se battaient sur le toit d'en face. 3 heures plus tard, pendant que ma belle-fille tenait mon petit-fils au-dessus des fonts baptismaux dans la chapelle Saint-Pierre de Sceaux, j'ai poussé la porte de l'église et je me suis avancée dans l'allée centrale. Mon fils, debout à côté du parrain, m'a vu. Il est devenu d'une pâleur que je n'oublierai jamais. Le prêtre s'est arrêté de parler. Et ma belle-fille, qui me tournait le dos, a fini par se retourner parce que tout le monde regardait ailleurs. Quand elle m'a aperçue, elle a serré le bébé contre elle comme si j'étais une voleuse. Personne dans cette chapelle ne se doutait de ce que je portais dans mon sac à main, ni elle, ni lui, ni même le notaire qui était assis au 3e rang et qui m'a fait, en me voyant, un imperceptible signe de tête. Je m'appelle Marie-Ange Verlinden, j'ai 69 ans, et je vais vous raconter comment, en l'espace d'un samedi matin, j'ai cessé d'être la grand-mère qu'on tolère pour redevenir la femme que j'avais toujours été avant de devenir mère. Vous allez peu être pensé que j'exagère, qu'une mère doit savoir s'effacer, qu'à mon âge on ne se bat plus. Attendez la fin. Parce que ce que ma belle-fille avait organisé depuis presque 2 ans n'était pas un simple éloignement. C'était une dépossession lente, méticuleuse, presque administrative. Et le matin du baptême, sans le savoir, elle a commis sa première vraie erreur. Il faut que je revienne en arrière. Mon mari est mort il y a 11 ans, un infarctus, sur le quai du RIRB à Bourg-la-Reine, en revenant d'un déjeuner avec un client. Il avait 62 ans. Nous avions vécu 37 ans ensemble, nous avions un fils unique, et nous avions construit, à force de patience et de privation dans les premières années, une vie confortable. Mon mari était architecte d'intérieur, indépendant, avec une petite agence rue de la Convention dans le 15e. Moi, j'avais été pendant 30 et 1 an expert comptable, dans un cabinet de la rue de Rivoli. J'avais fini associé. J'avais pris ma retraite à 63 ans, 6 mois avant la mort de mon mari, en pensant qu'on allait enfin avoir le temps. On n'a pas eu le temps. Mon fils, Damien Hugues, avait alors 34 ans. Il vivait à Lille, où il travaillait dans une banque d'investissement. Il n'est pas descendu beaucoup les premiers mois. Il avait sa vie, son travail, je comprenais. Et puis 2 ans après la mort de son père, il a rencontré la femme qui allait devenir sa femme. Elle s'appelait Solène Marie. Elle avait 29 ans, elle était responsable communication dans un grand groupe de luxe. Belle, intelligente, soignée. Le genre de femme qui vous tend la main en regardant déjà ailleurs. La première fois qu'elle est venue dîner chez moi, à Sceaux, dans la maison que mon mari et moi avions achetée en 1986, elle a fait le tour du salon en silence, elle a regardé les meubles, les tableaux, la cheminée en marbre, et elle a dit à mon fils, juste assez fort pour que je l'entende, « C'est plus grand que je ne pensais ». J'ai mis ça sur le compte de la maladresse. On a tous nos maladresses quand on rencontre la mère de quelqu'un. Ils se sont mariés à Honfleur, dans la famille de Solène Marie, qui était normande, fille d'un chirurgien et d'une pharmacienne. Le mariage a été beau, élégant, glacé. J'étais placée à la 6e table, entre le cousin Germain du marié, qui ne me connaissait pas, et un collègue de bureau de la mariée, qui ne savait pas qui j'étais. J'ai compris ce jour-là, mais je n'ai pas voulu le formuler, qu'on me rangeait quelque part, comme on range un dossier qu'on consultera peu, être un jour. Mon fils est passé à ma table 2 fois en 10 heures. La 2e fois, il s'est penché et il m'a dit « Maman, Solène trouve que tu fais un peu la tête ». J'ai souri. J'ai dit que tout allait très bien. Je crois que c'est ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, que j'ai commencé, sans le savoir, à devenir invisible. Les premières années ont été supportables. Ils habitaient encore Lille. On se voyait à Noël, à Pâques, l'anniversaire de mon fils. Solène Marie était distante mais polie. Elle m'appelait Marie-Ange, avec une articulation très nette, comme si elle prononçait un mot étranger. Elle ne m'appelait jamais belle-maman, et je n'ai jamais osé le lui faire remarquer. Et puis il y a eu la grossesse. Ils ont eu un fils, mon premier et seul petit-fils. Quand il est né, à la maternité de l'hôpital Jeanne de Flandre,
Je suis montée dans le TGV le soir même. Je suis arrivée à 22h. On m'a fait attendre 40 minutes dans le couloir. Quand on m'a enfin laissé entrer, Solène Marie tenait le bébé contre elle. Elle a levé les yeux et elle a dit « Ah, vous êtes venu. Pas bonjour, pas merci. Ah, vous êtes venu. » Comme on commente la météo. Mon fils n'a rien dit. Il regardait son téléphone. Le petit s'appelle Tristan-Jean Aymeric. Je n'ai pas choisi le prénom. Personne ne me l'a demandé. La famille de Solène Marie a tout choisi. Le prénom, le parrain, la marraine, les vêtements de la maternité, le faire-part. Le mien, de faire-part, je l'ai reçu par la poste, 3 semaines après la naissance, dans une enveloppe qui ne portait même pas mon prénom à la main, juste une étiquette imprimée. Je l'ai posée sur la cheminée, il y est resté 6 mois. Personne ne me demandait pourquoi je n'avais pas répondu. Personne ne s'en est aperçu. Il y a 2 ans, ils ont déménagé à Paris. Mon fils avait été muté au siège, dans le 8e arrondissement. Ils ont acheté un appartement à Neuilly, près du parc, un 3 pièces de 110 mètres carrés. Quand mon fils m'a annoncé l'achat, j'ai été heureuse. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir voir le petit plus souvent. Saut-Neuilly, c'est moins d'1 heure en transport. J'ai proposé tout de suite mon aide. La crèche n'avait pas accepté Tristan-Jean Aymeric avant 1 an, et Solène Marie devait reprendre le travail à 6 mois. J'ai dit, je peux venir 3 jours par semaine, je le garde, ça ne me dérange pas, au contraire. Mon fils a hésité. Il a dit qu'il en parlerait à Solène. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Maman, c'est très gentil, mais Solène préfère une nounou diplômée, une professionnelle, tu comprends, pour la stimulation précoce. J'ai dit que je comprenais. J'ai raccroché. J'ai pleuré un peu, pas longtemps, juste le temps de me servir un verre d'eau. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont changé de nature. Avant, Solène Marie m'écartait. Après, elle a commencé à m'effacer. Ce sont 2 choses différentes. M'écarter, c'était ne pas m'inviter, ne pas me demander mon avis, ne pas me parler. M'effacer, c'était autre chose. C'était faire en sorte que le petit ne sache pas que j'existais. Pendant les 2 premières années de Tristan-Jean Aymeric, je l'ai vu, je crois, 9 fois. J'ai compté. 9 fois en 2 ans. Toujours à leur initiative, jamais à la mienne, et toujours quand ils avaient besoin de quelque chose. Une fois, c'était pour me demander si je pouvais garder le petit un samedi après-midi parce que la nounou était malade et qu'ils avaient un brunch important. Une autre fois, c'était parce que Solène Marie avait perdu son sac avec ses clés et qu'ils avaient besoin de venir dormir chez moi avec le bébé. Chaque fois, je me précipitais. Chaque fois, je préparais sa chambre, j'achetais des couches, des petits pots bio, je sortais le vieil ours en peluche de mon fils que j'avais gardé, et chaque fois, il repartait le lendemain matin sans dire merci. Et il se passait 6 semaines, 2 mois, 3 mois, avant que je ne les revoie. J'envoyais des cadeaux, pour les anniversaires, pour Noël, pour la Saint-Nicolas, des livres, des jouets en bois, une fois une petite chaise de bureau pour quand il serait plus grand. Je n'ai jamais reçu de photo du petit avec mes cadeaux. Pas une. Un jour, en faisant le ménage chez eux pendant qu'ils étaient sortis, parce qu'ils m'avaient quand même demandé de venir un week-end pour garder le petit, j'ai ouvert un placard du salon par hasard, en cherchant un torchon. Les cadeaux étaient là. Tous. Emballés. Jamais ouverts. Le livre de Pâques de l'année précédente, le jouet en bois de Noël, la petite chaise. Tout. J'ai refermé le placard. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi le dimanche soir et j'ai pleuré pendant 3 jours. J'aurais dû parler à mon fils, à ce moment-là. Mais quoi dire? Ta femme cache mes cadeaux dans un placard? J'imaginais déjà sa réponse. Maman, tu te fais des idées. Tu cherches le drame. Solène a beaucoup de travail. Mon fils n'a jamais voulu choisir. Il a toujours pris le parti du silence, qui est en réalité toujours le parti de celui qui parle le plus fort. Et à la maison, celle qui parlait le plus fort, c'était Solène Marie. Toujours. Mon fils, je l'ai compris peu à peu, avait peur d'elle. Pas peur physiquement, peur autrement. Peur de la contrarier. Peur du froid qu'elle savait installer dans une pièce. Peur du retrait de tendresse. Mon mari, qui était un homme doux mais droit, aurait su lui dire les choses. Mon mari n'était plus là. Il y a 8 mois, j'ai eu une alerte de santé. Une tension instable, des palpitations. Mon cardiologue m'a fait passer une batterie d'examens. Au bout du compte, rien de grave. Mais on m'a demandé de lever le pied, de réduire le stress, de marcher tous les jours.
J'ai pris peur quand même. J'ai appelé mon fils pour le lui dire. Il était dans un Uber, je l'entendais parler à quelqu'un à côté de lui. Il a dit « Maman, c'est gentil de me prévenir, mais là je suis en course, je te rappelle. » Il ne m'a pas rappelé, c'est moi qui ai rappelé, 3 jours plus tard. Il a dit qu'il avait eu une semaine de fou. Il n'a pas redemandé ce que disait le cardiologue. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma première décision sérieuse. Je suis allée voir mon notaire, Maître Soubirous, qui s'occupait de mes affaires depuis 30 ans. Il avait été l'ami de mon mari, ils avaient fait leurs études de droit ensemble, avant que mon mari ne bifurque vers l'architecture. Maître Soubirous m'avait suivi quand mon mari était mort. Il avait géré toute la succession. Il connaissait l'inventaire complet de ce qui était à moi. Je suis allée le voir un mardi matin, à son étude rue Boissy-d'Anglas. Je me suis assise dans son bureau et je lui ai tout dit. Pas seulement les histoires de cadeaux dans le placard, tout. Le mariage à Honfleur, la phrase « c'est plus grand que je ne pensais », la maternité, les 9 visites en 2 ans, le silence de mon fils. Maître Soubirous m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo, il a enlevé ses lunettes et il m'a dit « Marie-Ange, je vous connais depuis 30 ans. Votre mari aurait déjà fait quelque chose il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous attendez ?» J'ai pleuré. Je crois que j'attendais qu'on me donne la permission. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Une mère, surtout une mère qui n'a qu'un fils, attend toujours la permission. La permission de ne plus être patiente. La permission d'arrêter d'attendre. Nous avons travaillé ensemble pendant 5 mois. 5 mois pendant lesquels Solène Marie et mon fils n'ont presque pas donné signe de vie. Sauf une fois, en septembre, pour me demander si je pouvais leur prêter 50 000 € sans intérêt pour des travaux dans l'appartement de Neuilly. Une nouvelle cuisine, une chambre supplémentaire, pour quand Tristan-Jean-Téméric serait plus grand. Mon fils m'a appelé un dimanche soir, gêné, presque honteux dans la voix. Il a dit « Maman, on te rembourse bien sûr, sur 3 ans ?» J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'était mon fils et parce que j'avais cet argent et parce que je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Maître Soubirous, quand je l'ai prévenu, a froncé les sourcils. Il m'a dit « Faites-leur signer une reconnaissance de dette. C'est un prêt familial, mais ça doit être enregistré aux impôts. Je vous prépare le document. » J'ai apporté le document à mon fils. Solène Marie l'a lu, elle a fait la grimace. Elle a dit « C'est un peu froid, non, entre parents et enfants ?» J'ai répondu, et c'est la première phrase un peu ferme que je lui ai jamais dite. C'est ce qui se fait. C'est mon notaire qui le demande. Elle a signé. Mon fils a signé. Pendant ces 5 mois, Maître Soubirous et moi, nous avons fait l'inventaire de tout ce que je possédais. La maison de Sceaux, payée depuis 2004, estimée par 3 agences à 1 100 000 €. L'appartement que mon mari avait acheté à Antibes en 1998, que je louais à l'année, 680 000 €. Le portefeuille de placement que j'avais constitué pendant mes années de cabinet, presque 400 000 €. Les bijoux de ma mère et de ma grand-mère, dont je n'avais jamais voulu me séparer. Quelques tableaux, la voiture, en tout, à peu près 2 300 000 €. Mon fils, en l'état du droit, héritait de tout, à part la réserve héréditaire qui lui revenait de toute façon. Et Solène Marie, en cas de communauté réduite aux acquêts, comme c'était leur régime, aurait, le moment venu, sa part d'influence sur tout ce qui passerait par mon fils. J'ai compris, en travaillant avec Maître Soubirous, que la loi française me donnait plus de marge de manœuvre que je ne le croyais. La réserve héréditaire de mon fils, en tant qu'enfant unique, c'était la moitié. L'autre moitié, la quotité disponible, je pouvais en faire ce que je voulais, la donner, la léguer à qui je voulais. Et surtout, je pouvais organiser de mon vivant certaines choses qui sortiraient pour toujours du patrimoine que ma belle-fille convoitait. Nous avons rédigé un testament holographe, daté, signé de ma main, déposé chez Maître Soubirous. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était autre chose. J'ai créé, sur conseil de Maître Soubirous et d'un avocat fiscaliste qu'il m'a recommandé, une société civile immobilière. La maison de Sceaux y a été apportée. Les parts de la SCI ont été démembrées. J'en gardais l'usufruit jusqu'à ma mort, et la nue propriété, je l'ai donnée non pas à mon fils, mais directement, en sceau de génération, à mon petit-fils Tristan-Jean-Téméric, avec une clause d'inaliénabilité jusqu'à ses 25 ans et une administration légale confiée à un tiers de confiance désigné dans l'acte. C'est à dire à Maître Soubirous lui-même. L'appartement d'Antibes, je l'ai vendu. 692 000 €, net vendeur. L'argent est parti sur un contrat d'assurance vie.
avec une clause bénéficiaire démembrée elle aussi, et la nue propriété pour mon petit-fils, encore une fois sous administration tierce. Pour faire simple, la maison de Sceaux et l'argent d'Antibes ne passeraient jamais par les mains de mon fils, et donc jamais par celles de Solène Marie. Ils iraient directement à Tristan-Jean-Téméric, le jour venu, et jusqu'à ses 25 ans, ils seraient gérés par mon notaire. Solène Marie n'aurait aucun droit dessus. Aucun. Pas 1 euro. Pas 1 mètre carré. Le reste. Les placements, les bijoux, le mobilier. J'en ai gardé la libre disposition. Avec ça, je vivrai très bien jusqu'à la fin de mes jours. Maître Soubirous a tout enregistré la semaine du 10 à 7 février. Les actes ont été signés, déposés, opposables. Personne dans ma famille n'en savait rien, ni mon fils, ni ma belle-fille. Tout était fait dans les règles, parfaitement légal, parfaitement irréversible sans mon accord et parfaitement secret. Et puis le mois dernier, Solène Marie a annoncé le baptême de Tristan-Jean Éméric. Il avait 2 ans et demi, c'était un peu tard, mais elle voulait que ce soit à Sceaux, dans la chapelle Saint-Pierre, parce que, m'a expliqué mon fils au téléphone, Solène trouve que c'est plus chic que les églises de Neuilly, qui font un peu nouveau riche. J'ai souri toute seule dans ma cuisine. Sceaux faisait moins nouveau riche. J'ai dit à mon fils que j'étais très heureuse, que je m'occuperais des fleurs si elle voulait. Mon fils m'a dit que Solène avait déjà tout prévu avec une décoratrice. Évidemment, je n'ai rien dit. Et puis, le matin du baptême, j'ai reçu la lettre du coursier. 6 lignes. Un post-scriptum à l'encre bleue. Vous n'avez plus votre place dans cette famille. J'ai regardé l'enveloppe pendant longtemps, j'ai pensé à mon mari, je me suis demandé ce qu'il aurait fait, et puis j'ai compris une chose. Mon mari n'aurait pas hésité une seconde. Il aurait mis son costume, il aurait pris la voiture, et il serait allé à l'église. Pas pour se venger, pour être là où il avait sa place. Parce que la place d'un grand-parent au baptême de son petit-fils n'est pas une faveur qu'on demande, c'est un droit qu'on vit. J'ai appelé maître Soubirous. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai lu la lettre. Il y a eu un silence. Puis il a dit « Marie-Ange, je vous accompagne. Habillez-vous, je passe vous prendre à 11h15. La cérémonie est à midi, c'est ça? Nous arriverons au début. Prenez avec vous le dossier que je vous ai remis la semaine dernière. Mettez-le dans votre sac. Vous ne l'utiliserez peu. Être pas, mais vous l'aurez. C'est important que vous l'ayez sur vous. » J'ai dit oui. J'ai raccroché. Je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti une robe gris perle que je n'avais pas portée depuis le mariage de la fille d'une amie, 2 ans plus tôt. J'ai mis le collier de perles que ma mère m'avait laissé. J'ai fait un brushing rapide, un peu de poudre, un rouge à lèvres discret. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'ai vu une femme de 69 ans, droite, calme, et pas humiliée du tout. Maître Soubirous a sonné à 11h15 précise. Avant de continuer, prenez 1 seconde pour me dire en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Ça me touche toujours de voir d'où viennent celles et ceux qui prennent le temps d'écouter mon histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Nous sommes arrivés à la chapelle Saint-Pierre à 12h10. La cérémonie n'avait pas encore commencé, les invités finissaient d'entrer, une trentaine de personnes peut être des amis de Solène Marie pour la plupart, quelques collègues de mon fils, les parents de Solène Marie au premier rang à droite. Personne du côté de mon fils, c'est à dire personne de mon côté à moi, mes 2 sœurs, qui habitent en province, n'avaient pas été invitées. Je l'ai compris plus tard. Solène Marie avait dit à mon fils que ce serait plus intime. Je suis entrée. Maître Soubirous m'a laissé passer devant. J'ai remonté l'allée centrale doucement, sans précipitation. Mon fils, en costume marine, était debout près de l'autel à côté du parrain, un cousin de Solène Marie que je ne connaissais pas. Il regardait vers la porte. Il m'a vu. Son visage est passé du normal au gris en 2 secondes. Il a fait un pas en avant, puis il s'est arrêté, paralysé. Solène Marie, qui tenait Tristan-Jean Téméric, s'est retournée parce que tout le monde regardait dans la même direction. Quand elle m'a vu, son visage n'a pas changé tout de suite. Elle a mis un quart de seconde à comprendre. Puis, elle a serré le bébé contre elle, et elle a articulé en silence, à l'attention de mon fils, 2 mots que j'ai parfaitement lus. « Fais quelque chose !» Mon fils n'a rien fait. Il est resté planté là. Blême. Le prêtre, qui était un homme âgé d'une grande douceur, a souri en me voyant. Il m'a fait signe d'avancer. Il m'a indiqué le premier rang à gauche, vide, la place de la grand-mère. Je me suis assise. Maître Soubirous s'est assis à côté de moi. La mère de Solène Marie au premier rang à droite,
me dévisageait avec une expression de pure stupéfaction. La cérémonie a repris. Le prêtre a fait un baptême magnifique. Il a parlé de la transmission, des racines, de ces deux familles qui se rejoignaient autour d'un enfant. Il m'a regardé plusieurs fois en disant ces mots. À la fin, quand il a versé l'eau sur le front de Tristan-Jean Émeric, mon petit-fils a tendu la main vers moi. Je n'invente pas. Il a tendu la main. Il m'a souri. Il ne me connaissait presque pas, mais il a souri. À la sortie, sur le parvis, Solène Marie a confié le bébé à sa mère, et elle est venue droit sur moi. Elle parlait à voix basse, mais la voix tremblait. « Vous n'avez pas reçu ma lettre ?» J'ai répondu, calmement. « Si, je l'ai gardée. » Elle est en lieu sûr. Mon fils est arrivé derrière elle. Il a dit « Maman, il faut qu'on parle. » J'ai dit « Oui, il faut, mais pas ici, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le baptême de mon petit-fils. Demain à 16 h, vous viendrez tous les deux à l'étude de Maître Soubirous. L'adresse est sur sa carte. Je vous y attendrai. » Maître Soubirous a tendu sa carte à mon fils. Mon fils l'a prise sans la regarder. Le vin d'honneur avait lieu dans un salon d'hôtel à Sceaux, à 10 minutes. Je n'avais pas été invitée au vin d'honneur. Je suis quand même venue. Maître Soubirous m'a accompagnée. À la porte, l'hôtesse avait une liste. Elle a cherché mon nom. Elle ne l'a pas trouvé. Elle a regardé Maître Soubirous, qui lui a tendu sa carte d'avocat, et il a dit très poliment « Madame Verlinden est la grand-mère paternelle de l'enfant. » Il y a évidemment eu une erreur sur la liste. L'hôtesse, embarrassée, nous a laissé passer. Nous sommes entrés. Solène Marie m'a vue. Elle a serré les dents. Sa mère, qui avait peu, être entrevue un soupçon de la vérité pendant la cérémonie, est venue vers moi, m'a tendu la main et m'a dit, sincèrement je crois, « Madame, je suis enchantée de vous rencontrer. Je ne savais pas que vous viviez encore si près. » J'ai souri. J'ai répondu, « Nous ne nous étions jamais rencontrés, en effet. C'est étrange, n'est-ce pas, après presque 6 ans ?» Elle a rougi. Elle a tourné les yeux vers sa fille, qui parlait avec une amie un peu plus loin. Elle n'a rien ajouté. Je suis restée 20 minutes. J'ai bu une coupe de champagne. J'ai tenu Tristan-Jean Émeric dans mes bras pendant 2 minutes pendant que sa mère répondait au téléphone. Il a touché mon collier de perles. Il a arrêté. Je l'ai rendu à sa marraine et je suis partie. Le lendemain à 6 h, mon fils et Solène Marie sont arrivés à l'étude de Maître Soubirous, rue Boissy d'Anglas. Mon fils portait un pull noir, mal rasé, le visage défait. Solène Marie était en tailleur, parfaite, prête au combat. Maître Soubirous nous a fait entrer dans la grande salle de réunion. Il m'a fait asseoir d'un côté, eux de l'autre. Il a posé devant lui un dossier épais. Il a commencé d'une voix neutre, professionnelle, comme il l'aurait fait avec n'importe quel client. Madame Verlinden m'a demandé de vous présenter aujourd'hui les dispositions patrimoniales qu'elle a prises au cours des derniers mois. Ces dispositions sont effectives. Elles sont enregistrées. Elles ne sont pas négociables. Solène Marie a souri, du sourire de quelqu'un qui n'a pas encore compris. Mon fils n'a pas bougé. Maître Soubirous a tout exposé. Calmement. Point par point. La SCI. La maison de Sceaux. La donation en nue propriété directement à Tristan-Jean Émeric. L'administration légale confiée à un tiers. La vente de l'appartement d'Antibes. L'assurance vie démembrée. Les clauses d'inaliénabilité. La désignation d'un tiers de confiance jusqu'aux 25 ans de l'enfant. Il a fallu 25 minutes. 25 minutes pendant lesquelles le visage de Solène Marie est passé par toutes les couleurs. Au début, l'incrédulité, puis l'agacement, puis la colère, puis la peur. À la fin, le silence. Quand Maître Soubirous a eu fini, il y a eu un long moment où personne n'a parlé. C'est mon fils qui a parlé en premier. Il a dit, d'une voix blanche, « Maman, pourquoi tu nous as fait ça ?» Et c'est cette phrase précise, qui a tout changé en moi. Pas « Pourquoi tu as fait ça à Solène ?» Pas « Pourquoi tu as exclu ma femme ?» Pourquoi tu nous as fait ça ? Nous, lui et elle. Il s'était choisi. Il avait toujours su qu'il avait choisi. Je l'ai regardé. Je crois que je l'ai regardé pour la première fois depuis longtemps. Et je lui ai répondu, sans crier, sans pleurer. « Damien Hugues, j'ai fait ça parce que je vous ai laissé 2 ans. J'ai laissé ta femme me traiter comme une étrangère. J'ai laissé ton silence me dire ce que tu n'osais pas me dire. Et j'ai compris hier matin, en lisant la lettre que ta femme m'a fait porter par coursier, que si je ne faisais rien, mon petit-fils grandirait sans me connaître,
et héritera un jour de tout ce que ton père et moi avons construit, dans des mains qui ne sauront jamais d'où ça vient. Alors j'ai protégé Tristan Junt Émeric. Pas contre toi, contre ce que ta femme aurait fait de mon argent et de ma maison. Solène Marie a éclaté. Elle a parlé fort. Elle a dit que j'étais manipulatrice, que je m'étais toujours interposée, que j'étais le problème de leur couple depuis le début, qu'elle ferait casser tout ça par n'importe quel avocat. Maître Soubirous l'a laissé finir. Quand elle a eu terminé, il a dit, du même ton calme, « Madame, les dispositions prises par Madame Verlinden sont parfaitement conformes au droit. Elles relèvent de la quotité disponible et de la liberté de chacun de disposer de son patrimoine. Aucun avocat sérieux ne vous dira le contraire. Vous pouvez bien sûr essayer, à vos frais. » Mon fils a regardé sa femme. Pour la première fois depuis 5 ans je l'ai vu la regarder vraiment, comme on regarde quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Il a baissé les yeux. Il a dit « Maman, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que tu peux annuler ?» J'ai répondu « Non, je ne veux pas annuler, mais je veux qu'on se revoie, toi et moi, sans ta femme. Une fois par mois, pour commencer. Et je veux voir Tristan Junt Émeric une fois tous les 15 jours. Ici, à Sceaux, chez moi. Si tu acceptes, on construit quelque chose. Si tu refuses, tu reverras Tristan Junt Émeric à mes obsèques et il découvrira qui était sa grand-mère le jour de ses 10 à 8 ans, par les papiers. À toi de voir. » Solène Marie a explosé une seconde fois. Elle a dit qu'il n'était pas question. Que jamais. Que la garde de son fils ne se négociait pas. Mon fils ne l'a pas regardé. Il regardait la table. Et puis il a relevé la tête et il a dit « D'accord, maman, d'accord pour une fois par mois. Et d'accord pour Tristan tous les 15 jours. » Solène Marie s'est levée d'un bond. Elle a dit à mon fils « On en reparlera à la maison. » Mon fils a répondu, et c'était la première fois depuis 6 ans que je l'entendais lui parler comme ça. « Non, Solène, on n'en reparlera pas à la maison. C'est décidé. » Elle est sortie de la salle en claquant la porte. Mon fils est resté assis. Il a pleuré, sans bruit, comme son père. Maître Soubirous nous a laissés. Je me suis levée, j'ai contourné la table, je me suis assise à côté de mon fils et je l'ai pris dans mes bras. Il avait 45 ans et il pleurait comme à 6 ans, quand il s'était cassé le poignet en tombant du vélo dans la cour de Sceaux. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup de choses se sont passées. Mon fils a commencé à venir me voir tout seul, un samedi sur 2. Il m'a amené Tristan Junt Émeric, comme convenu, tous les 15 jours. Solène Marie n'est jamais venue. Elle ne m'a jamais reparlé. J'ai appris par mon fils qu'il faisait une thérapie de couple, puis qu'il se séparait, puis qu'il ne se séparait plus, puis qu'il se séparait à nouveau. Cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est Tristan Junt Émeric, qui aujourd'hui a presque 4 ans, qui m'appelle Mamita, qui dort dans la chambre rose du fond, celle où dormait son père quand il était petit, et qui réclame mes crêpes au sarrasin tous les samedis. Le prêt de 50 000 € pour la cuisine de Neuilly, je l'ai effacé. Je l'ai annulé par acte chez Maître Soubirous en novembre dernier. J'ai considéré que c'était un cadeau de réconciliation pour mon fils, à condition qu'il continue de venir, qu'il continue d'amener le petit. Ce n'est pas un chantage, c'est un cadre. Mon mari disait toujours « L'amour sans cadre, c'est de la confusion ». Solène Marie a essayé une fois, par avocat interposé, de contester la donation à Tristan Junt Émeric. Son avocat a renoncé en lisant le dossier. Elle a payé 6 000 € de frais pour rien. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Je vis dans la maison de Sceaux, qui sera celle de mon petit-fils un jour. Je marche tous les matins dans le parc. Je vois mon fils 2 fois par mois. Je vois Tristan Junt Émeric tous les 15 jours. Je suis seule, mais je ne suis pas isolée. Ce n'est pas la même chose. Si je devais dire une seule chose à une femme de mon âge qui m'écoute en ce moment, je lui dirais ceci. On nous apprend, à nous les mères, à donner sans compter, à pardonner sans condition, à effacer pour ne pas déranger. On ne nous apprend pas à protéger. Et pourtant, protéger, c'est aussi de l'amour. Protéger sa maison, son argent, son nom, ce n'est pas être dur. C'est refuser que ce qu'on a construit pendant 40 ans soit dissous par quelqu'un qui n'a pas porté la moindre pierre du mur. La place que vous laissez vide, quelqu'un finira toujours par l'occuper. Si vous ne la prenez pas vous-même, ne vous étonnez pas qu'on la prenne contre vous. Et puis je voudrais ajouter une dernière chose, parce que je sais que certaines d'entre vous ont peu être un fils qui ressemble au mien, doux, silencieux, marié à une femme plus forte que lui. Ne le condamnez pas trop vite. Mon fils n'était pas méchant. Il avait peur.
Il n'avait jamais appris à dire non à quelqu'un qui aime moins que lui. C'est très français, ça. On élève nos garçons à être polis, à céder, à ne pas faire d'histoire. Et puis un jour, ils tombent sur quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et ils ne savent plus comment résister. Ce n'est pas un défaut. C'est une éducation qui n'a pas été finie. Et il n'est jamais trop tard pour finir l'éducation d'un fils. Même à 45 ans. Même à la table d'un notaire. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire. Racontez-moi votre version à vous, si vous en avez une. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous attendu plus longtemps? Auriez-vous parlé plus tôt? Auriez-vous protégé votre petit-fils comme je l'ai fait? Ou auriez-vous tout laissé suivre son cours? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran et prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Aujourd'hui, quand je repense à cette enveloppe posée sur ma table de cuisine le matin du baptême, je me dis que rien n'arrive par hasard. Solène Marie n'a pas écrit ces 6 lignes sur un coup de tête. Elle les a tapées à l'ordinateur, elle les a relues, elle a ajouté ce post-scriptum à l'encre bleue et elle a payé un coursier pour me les apporter à 10 heures du matin. Chaque geste a été pesé. Et chaque geste a porté ses conséquences. C'est la première chose que cette histoire m'a apprise. On récolte toujours ce qu'on a semé, même quand on croit semer dans le silence. Pendant 6 ans, j'ai laissé faire. Pendant 6 ans, j'ai accepté l'invisibilité parce que je confondais l'amour avec l'effacement. Et c'est ma propre patience, finalement, qui a nourri leur audace. On ne peut pas reprocher aux gens d'occuper la place qu'on leur a laissée vide. Je crois aujourd'hui que protéger ce qu'on a construit n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de dignité. Mon mari et moi avons travaillé pendant 40 ans pour cette maison de Sceaux, pour cet appartement d'Antibes, pour ses économies. Laisser tout cela tomber dans des mains qui n'avaient jamais ouvert un seul de mes cadeaux à mon petit-fils, ce n'était pas de la générosité, c'était de la lâcheté déguisée en bonté. La vraie bonté demande du courage. Elle demande de regarder en face ce qu'on préfère ne pas voir, et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'ai appris aussi, et que je voudrais transmettre à mon petit-fils Tristan-Jean Émeric quand il sera en âge de comprendre, c'est que l'intelligence sans fermeté ne sert à rien. J'ai été expert comptable pendant 30. Et 1 an, j'ai géré des patrimoines bien plus complexes que le mien, et pourtant j'ai laissé une femme de 30 ans me déposséder de mon rôle de grand-mère sans rien dire. L'intelligence ne vaut que si elle se traduit en actes. Connaître le droit ne sert à rien si on n'ose pas s'en servir. C'est Maître Soubirous qui m'a remise debout en me disant cette phrase que je n'oublierai jamais « Qu'est-ce que vous attendez ?» J'attendais la permission. Et la permission, personne ne nous la donne. Il faut se la donner soi-même. Pour mon fils Damien Hugues, je n'ai pas de rancune. Il a été élevé par un père doux et une mère qui faisaient tout, et il a épousé une femme qui a su exploiter ce vide. Je le récupère petit à petit, un samedi sur 2. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il reste. Et ce qu'il reste mérite d'être sauvé. Aux femmes de mon âge qui m'écoutent ce soir, je voudrais dire une chose simple. Votre maison, votre argent, votre nom, ce n'est pas de l'égoïsme que de les défendre. C'est le dernier message que vous laisserez à ceux qui viennent après vous. Qu'on ne se laisse pas effacer, ni par amour, ni par fatigue, ni par lâcheté. Tenir debout à 70 ans, ce n'est pas se durcir, c'est honorer toutes les femmes qu'on a été avant.